Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. On s'est dit qu'il y avait un développement pour certains assez spectaculaire et rapide des studios français ces dernières années et qu'il avait mis à jour un besoin, on pourrait qualifier d'impérieux pour certains, d'une structuration RH en interne, ou pas, on va voir, pour accompagner justement cette croissance, ces développements, etc. On s'est posé la question, est-ce que c'est une meilleure prise en compte de l'humain pour guider la croissance? Donc vous allez nous aider à répondre à cette question. Donc Dominique, je vais te laisser la parole. Toi, tu es directrice des ressources humaines en indépendante, après avoir passé beaucoup d'années dans des grands groupes, mais tu vas nous expliquer, des grands groupes qui n'étaient pas de notre secteur, du secteur qui nous occupe là ces 2 journées et demie. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureuse ce matin de venir vous parler de la fonction RH. La fonction RH, c'est une fonction qui n'est pas très aimée en général. Il n'y a pas un dîner entre amis où je n'entends parler de ces cons de RH parce que l'une est mal payée, l'autre s'est accrochée avec son patron, a été virée. J'entends parler de ces RH qui passent leur temps au café à papoter. Je me fais offrir un bouquin par mon beau-frère sur DRH, la machine à broyer. Voilà, c'est une fonction qui est mal aimée, qui est très mal représentée aussi dans la littérature, dans les films. Vous regarderez en général les rôles de RH qui sont incarnés dans les films. J'en ai plusieurs en tête. C'est pas très reluisant, c'est pas très joyeux. Voilà. Cette fonction RH, elle est aussi pas très connue des patrons. En général, la fonction RH, elle est reléguée à une fonction administrative et de paye, ou bien à une fonction de recrutement. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup ce qu'on appelle les talent managers, les talent scouting. On a tout un vocabulaire autour de ces fonctions qui sont limitées en fait à la partie du recrutement. Ou bien on a vu fleurir ces dernières années aussi la fonction de happiness officer dans les boîtes. Voilà, donc les RH, c'est souvent limité à ces rôles-là. Alors du coup, à quoi ça peut servir les RH ? C'est vrai que ça peut servir à beaucoup de choses. Comme le disait Véronique, en fait, moi j'ai plus de 20 ans de carrière dans la fonction RH, qui est vraiment mon métier, pour lequel j'ai une vraie passion. J'ai travaillé dans des grands groupes pendant pratiquement 20 ans. Ensuite, dans une PME de l'énergie renouvelable qui a connu une très grosse croissance. Et après 5 ans dans ces différentes structures, j'ai décidé avec une de mes amies qui était DRH avec moi chez Danone de repenser la façon d'intervenir et d'apporter cette expertise RH à ceux qui en ont le plus besoin, en fait, à des petites boîtes qui sont plutôt des boîtes en croissance en général, mais pas que, et de repenser une certaine sobriété dans la façon d'intervenir, c'est-à-dire d'apporter que ce dont elles ont besoin au bon moment et dans la durée. Et donc, j'interviens depuis 2 ans avec donc Olga dans différents secteurs d'activité, pas que dans l'animation, mais aussi dans l'animation. Mais j'ai aussi des experts forestiers, des boîtes de la tech, enfin un peu toutes sortes de boîtes. Et c'est vrai que donc dans l'animation, j'ai le plaisir de travailler avec Supamonks, avec Caribara depuis 1 an et demi, et avec Illumination pour qui on a monté une formation managériale pour accompagner toutes les filières de production et les filières artistiques. Et donc, voilà, les problématiques qu'on rencontre en RH, que ce soit dans l'animation, mais dans tous les secteurs d'activité, sont en général toujours les mêmes. Donc, je vais essayer de les regrouper en 5 points qui me paraissent représenter un peu les problématiques que je rencontre. Le premier, c'est les relations d'associés. C'est vrai que pour qu'une boîte rayonne, il faut que la tête rayonne, il n'y a pas de mystère. Et donc, c'est vrai qu'on sous-estime en fait la difficulté de diriger une boîte. En général, on démarre avec des copains, ou pas forcément des copains, à plusieurs. Ça se passe bien, puis au bout d'un certain nombre d'années, on est un peu épuisé par la course de fond. Il y a des non-dits, des irritants qu'on arrive mal à exprimer. On a parfois envie de faire autre chose, mais on ne sait pas très bien comment le dire parce qu'on est pris dans des conflits de loyauté avec ses copains. Et donc, c'est vrai que voilà, la question des associés, de comment on peut les aider à régler ces questions de relations. Mais je parle des associés, c'est aussi les comités de direction qui sont parfois mis en place dans les boîtes. C'est un vrai sujet. Le deuxième sujet que je rencontre souvent, c'est des problèmes d'organisation. C'est vrai que dans les petites boîtes, on a souvent tendance à fonctionner de façon très organique et on ne réalise pas qu'en fait,
c'est important de clarifier les périmètres de responsabilité de chacun. Et c'est vrai que nous, en RH, on le sait bien, plus de 90% des situations de souffrance au travail sont en réalité des problématiques d'organisation pas claires. On ne sait pas de quel périmètre de responsabilité, quel est notre périmètre de responsabilité, on ne sait pas très bien de quels moyens on dispose pour agir. Donc c'est important régulièrement de se repencher sur cette organisation et de clarifier. Alors un organigramme, ça peut être un bon moyen de le faire. Le troisième sujet auquel on est confronté partout dans tous les secteurs, c'est le management. Ça a toujours été vrai. Moi, depuis toujours, j'ai été confrontée à la question de la formation des managers, comment les soutenir pour qu'à leur tour, ils puissent soutenir leurs équipes. Et c'est vrai que depuis 3 ans, avec l'arrivée du Covid, ce rôle de manager est particulièrement difficile à exercer parce que, vous le savez tous, on a l'apparition du management hybride, on a aussi affaire à des jeunes générations qui ont un rapport au travail qui est très différent. Ce qui fait que c'est plus important que jamais d'aider les managers, de les former, de les outiller pour qu'ils puissent soutenir à leur tour leurs équipes. Le troisième sujet que j'ai en tête, alors attendez, je regarde ma petite antichet, c'est évidemment tout ce qui est réglementaire et dialogue social, tout ce qui est réglementation et tous les basiques de la fonction RH. Est-ce que la paye est fiable? Est-ce que les contrats de travail sont bien faits? Est-ce que les congés sont pris? Mais pas que ces basiques-là, c'est aussi le dialogue social. C'est vrai que quand on passe un certain seuil, c'est très important en fait d'organiser cet échange en fait à l'intérieur de l'entreprise. Alors ça peut être avec les CSE, mais ça peut être aussi d'autres façons d'avoir des échanges et des remontées en fait de climat social à l'intérieur de l'entreprise. Et enfin, le dernier sujet auquel on est confronté, c'est évidemment le recrutement, avec comment choisir les bonnes personnes pour qu'elles soient au bon endroit, au bon moment de l'étape de croissance de l'entreprise. C'est vrai que ceux qui ont accompagné l'entreprise à ses débuts sont plus forcément les mêmes dont on a besoin après. Et donc, le corollaire du recrutement, c'est aussi parfois la sortie. Comment on se sépare et comment on fait en sorte que les gens soient respectés et accompagnés vers d'autres aventures, tout en reconnaissant tout ce qui a été apporté et fait dans l'entreprise. Voilà en gros les 5 principaux sujets RH auxquels je suis confrontée dans tous les secteurs et pas que dans l'animation. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces sujets RH qui ne sont pas bien traités, pas pris en compte, en fait, c'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie pour les patrons et les dirigeants d'entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir se faire aider, de réaliser qu'il y a des fonctions qui peuvent être là pour vous accompagner sur ces sujets. Alors, c'est vrai que il n'y a pas forcément des RH qui vont être capables de couvrir tout ce spectre-là. Et donc, je me suis réjouie hier d'entendre parler d'un réseau de RH dans l'animation. Je trouve ça très chouette. C'est vrai qu'on voit dans les gros studios des DRH maintenant qui sont nommés. Et Nicolas va pouvoir vous parler de ce qu'il a mis en œuvre chez Superprod. Mais tous les studios ne peuvent pas se payer des RH et des RH seniors. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de repenser la façon de construire ou de mettre en place cette fonction RH dans vos studios. Et ça peut être d'avoir en interne des personnes qui vont s'occuper peut-être des basiques, de l'administration, de la paye, tous ces sujets. Ça peut être aussi de s'occuper du recrutement. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dans les studios qui s'occupent de ça. Mais ça peut être aussi d'imaginer cette fonction RH comme finalement toute une série de compétences dont vous allez vous entourer, qui peuvent être tout à fait externalisées. Je pense à un avocat social quand vous avez des sujets un peu sensibles, un psychologue du travail si jamais vous avez des problèmes de relations. Ça peut être effectivement des RH seniors qui peuvent venir de façon très ponctuelle vous aider. Voilà, ce que je me dis, c'est que dans un contexte où effectivement les temps sont durs, on l'a entendu hier, où dans l'animation, les marges dégagées sur les projets sont très limitées, c'est pas facile de se payer des fonctions support et donc il faut être un peu créatif dans la façon d'apporter ces compétences à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, pour conclure, avant de passer à Nicolas et puis à Julien, je dirais que du coup, les RH, par rapport à la question qu'on se posait au début de mon intervention, à quoi ça sert? Ça peut servir à ça, c'est-à-dire ça éclaire des décisions, ça guide, ça permet d'éviter les obstacles, ça peut aussi rassurer, un peu tout ça à la fois. Voilà. Merci. Merci Dominique.
Nicolas Gressan, directeur des ressources humaines, c'est Superprod depuis 2021. Donc effectivement, déjà rapidement sur l'origine de cette fonction, Superprod donc s'est créé en 2010 et à partir de 2017, 2018, 2019, le studio a connu une croissance très importante de ses effectifs. Et la direction a choisi à ce moment-là de structurer son organisation sur plein de fonctions avec les créations de postes de permanents, par exemple sur des postes de directeurs et directrices sur toutes les fonctions CG, donc sur des fonctions de permanents, également sur des fonctions de support, dont la fonction ressources humaines, donc, qui a été créée en 2021. Moi, je suis arrivé à l'été 2021 chez Superprod. Et ma particularité, c'est que je ne viens pas du monde de l'animation, ce qui reste rare dans ce milieu. Et j'ai comme Dominique, moi j'ai un parcours purement RH, ce qui m'a permis à la fois d'avoir plein de fonctions différentes au sein de la fonction ressources humaines, mais également de voir des secteurs différents, des tailles d'entreprises différentes et des organisations différentes. Alors, je passe rapidement pour vous parler de ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place. Pour expliquer un peu ce qui est un peu ma vision de la fonction ressources humaines, mais qui recoupe d'ailleurs ce que tu viens de dire, Dominique. Moi, je l'organise comme ça, la fonction ressources humaines. C'est une espèce de pyramide de Maslow dans lequel on va retrouver en bas toutes les fonctions qui sont totalement invisibles, méconnues, et dont on n'entend parler que quand ça ne fonctionne pas. Ça va être la paye, les contrats de travail, tous les régimes de prévoyance, tout ce qui va servir au système d'information ressources humaines. Mais ce sont les fondations dans le sens où si ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas espérer pouvoir développer autre chose au-delà parce que si vos salariés ne sont pas payés, finalement, vous pouvez mettre autant de baby-foot que vous voulez. Ça ne risque pas de faire des heureux. Ensuite, on va avoir une strate qui va correspondre finalement à répondre aux besoins opérationnels et désopérationnels du management de l'entreprise. Donc ça va être du recrutement, ça va être de l'onboarding, ça va être de la formation, toute la partie des relations sociales, je la mets également là-dedans. Donc ça c'est la deuxième étape, et une fois que ça c'est fait, on peut espérer à ce moment-là faire du développement RH et se poser des questions pour développer la marque employeur, faire des relations écoles, s'interroger sur la qualité de vie au travail et peut-être développer de la RSE. Alors concrètement, sur cette première brique basique, quand je suis arrivé, effectivement, on a souhaité mettre en place un SIRH, notamment parce que Superprod, c'est pas que de l'animation, même si c'est 90-95% de notre activité, c'est de l'animation. On a également un département fiction, musique, vente internationale. Donc, l'objectif, c'était d'unifier toutes les bases de données de nos salariés. Et ce SIRH, aujourd'hui, il sert d'une part pour les salariés, puisque ça leur permet d'avoir des informations sur l'entreprise en accès direct. Il y a de l'actualité, mais s'ils veulent accéder à la convention collective, au document unique d'évaluation des risques, ou poser des congés ou des absences, ils ont cet accès unique. Ça permet également aux directeurs de production, directrices de production, d'avoir accès à l'ensemble des données de leurs salariés, bien sûr, mais également c'est par là qu'ils vont pouvoir faire une demande très concrètement pour un salarié qui va arriver, un nouveau contrat, et cette demande va ensuite permettre d'alimenter tous les systèmes d'information d'entreprise, la paye, le contrat, l'IT, etc., etc. Et enfin, bien sûr, c'est un outil de gestion, évidemment, pour la fonction ressources humaines. On a également mis en place un outil de recrutement qui permet aux différentes personnes qui interviennent dans le recrutement de collaborer. Et également, c'est cette plateforme qui va nous permettre, qui à la fois gère notre page de recrutement sur le site internet et va gérer toutes les candidatures de toutes les personnes qui vont candidater, soit en candidature libre, ou bien sur les annonces qu'on peut passer.
Ce qui nous permet de faire du multiposting de ces annonces sur les différents sites de recrutement. Et tous ces éléments permettent maintenant de construire des tableaux de bord RH, c'est-à-dire de pouvoir fournir à la direction, une fois par mois, des données sur des indicateurs clés qui peuvent ainsi être suivis et monitorés. Sur la partie d'accompagnement de l'opérationnel, je vais souligner surtout la partie de formation au management. Avant que j'arrive, il y avait déjà eu une action forte qui avait été faite là-dessus, avec la formation de nos directeurs et directrices de départements qui avaient été formés au management, qui avaient travaillé sur et imaginé le référentiel du management chez Superprod. Et maintenant, on souhaite aller plus loin en mettant en place des formations qui peuvent être diffusées beaucoup plus largement, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont en situation de management, c'est-à-dire toutes les équipes de production, c'est les sup, c'est les leads, j'oublie probablement d'autres personnes, mais en tous les cas, ça leur permet d'accéder à des modules de formation où ils vont être formés. J'organise une réunion, je fais un entretien de recrutement, je fais un entretien annuel, parce que aussi toutes ces personnes dans l'animation qui sont en situation de management, ils viennent d'écoles d'animation, donc ils ont appris un métier, une technique, mais ils n'ont jamais été formés au management, ou très rarement, et finalement, ils font des réunions, ils apprennent sur le tas, mais on ne prend peut-être pas suffisamment le temps de leur donner les outils ou la réassurance que ce qu'ils font, c'est bien en fait, et qu'ils sont sur le bon chemin. Pour vous donner un exemple d'organisation qu'on a chez Superprod, c'est comment on fonctionne pour le recrutement des artistes. Donc il y a 3 intervenants. Il y a la partie direction des ressources humaines où on va mettre en place les outils, on va superviser, on va publier les annonces, superviser les relations écoles. Ensuite, il y a la direction de production qui va être au lancement du recrutement, c'est-à-dire que c'est eux qui font tout le staffing, bien évidemment, de leur production. Et quand il y a besoin d'un recrutement externe, c'est eux qui vont lancer ce recrutement. Ensuite, ça passe chez les directions de département ou les sup, qui, eux, à la fois gèrent leur vivier de talents, tout au long de l'année, mais également ce sont eux qui vont regarder les candidatures et valider les candidats avec qui ils souhaitent travailler. Et ensuite, ça repasse chez les prods qui vont contractualiser avec la personne qui a été choisie et qui vont s'assurer de l'onboarding. Donc tout ça pour dire que l'action RH, donc je suis directeur des ressources humaines, mais je ne suis pas le seul propriétaire de la fonction RH au sein de Superprod. Elle est partagée par l'ensemble des managers en fait, qui également sont partie prenante là-dedans. Et sur la dernière partie de la pyramide, parce que finalement chez Superprod on s'est dit on a plein de briques de choses qu'on fait, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à mettre en place une stratégie RSE complète? Donc on a travaillé là-dessus avec un cabinet, un comité de pilotage en interne pour essayer de voir quels étaient nos axes prioritaires. Donc, on l'a dévoilé à nos salariés en septembre. Ça s'appelle Superprod Impact. Donc, je vous le dévoile officiellement sous vos yeux ébahis. 4 axes avec donc un axe éco-responsabilité, bien sûr, un axe social et QVT, qualité de vie au travail, que tout le monde comprend. Et il y a 2 autres axes qui sont peut-être un peu moins compréhensibles comme ça. C'est celui de l'intégration à l'écosystème d'animation. Ça veut à la fois dire que on a un studio à Paris et un à Angoulême, et notre studio à Angoulême, on veut qu'il soit intégré au tissu économique local de la ville. Et également, on souhaite que Superprod soit partie prenante à l'écosystème, participe à cet écosystème d'animation afin de l'aider à se renforcer et à se consolider. Et enfin, on a un axe autour du pilotage et du partage. Alors, c'est à la fois de l'amélioration continue, de la communication, mais c'est surtout la volonté de se dire que ça ne peut pas fonctionner si c'est juste la direction qui fait du top-down. Alors, il y a certains sujets qui sont de la responsabilité de la direction, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne peuvent fonctionner que si les salariés s'en emparent et deviennent acteurs.
Alors vous allez me dire tout ça c'est bien beau, c'est des mots et finalement ça peut être le plan RSE d'à peu près n'importe qui. C'est pour ça que je voudrais, avant de finir, clôturer sur les actions concrètes parce qu'on a ces 4 axes, mais on a surtout derrière une centaine d'actions qu'on a référencées, d'actions pratiques qu'on souhaite mettre en place là, sur les 3 prochaines années. Donc quelques exemples ici. Le carburateur, quand je vous parlais de la contribution à l'écosystème animation, le fait qu'on ait avec d'autres studios participé au développement du carburateur, voilà, ça rentre là-dedans. C'est également pour impliquer les salariés, donc on fait maintenant une fois par mois une micro-conférence avec eux sur un sujet particulier, à la fois pour leur dire où est-ce qu'on en est de ce sujet et où est-ce qu'on va, et surtout les écouter, comprendre leurs attentes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, au premier, on l'avait fait sur le tri et le recyclage, et quand je vous disais que il y a plein de choses qui ne peuvent fonctionner que si les salariés sont impliqués. Le tri et le recyclage, voilà, si les salariés continuent à mettre leur sopalin et leur mouchoir dans le mauvais bac de triage, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça passe par une implication de tout le monde. On réserve également la moitié de nos stages de 3e à des collégiens sans réseau, c'est-à-dire de collégiens issus de collèges REP et REP+. Donc on fait ça avec l'association Viens voir mon taf. Donc ça permet d'aider ces collégiens déjà à découvrir que le secteur de l'animation et venir chez nous, pour certains d'entre eux, pour leur stage de 3e. C'est la mise en place d'une enquête qualité de vie au travail auprès de l'ensemble des salariés. Donc on le fait ça une fois tous les 6 mois. Et donc c'est d'interroger sur 50 à 60 questions. Donc c'est un questionnaire issu de l'ENACT. Et donc... C'est bon, hein, donc l'Agence nationale de l'amélioration pour l'amélioration des conditions de travail, et ça permet à l'ensemble des salariés de s'exprimer, parce que finalement leur risque à n'écouter ou à discuter avec certaines personnes, c'est peut-être qu'ils vont pas tout vous dire, ou pas vous dire tout ce qu'ils ont envie de vous dire, ou ne vous dire que ce que vous avez envie d'entendre. Et je vois que c'était la vague 2 en octobre 2023, entre oui. La vague 1 et la vague 2. Il y a des points particuliers que tu as relevés Oui, il y a des changements, ouais, tout à fait. C'est bien. Dans le bon sens? Pas forcément, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est justement de voir qu'est-ce qui évolue positivement, moins positivement, pour pouvoir ensuite avoir des actions. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, mais il y a des choses sur lesquelles, effectivement, qui remontent fortement et sur lesquelles on se dit, là oui, on peut avoir une vraie action. C'est la mise en place d'un forfait mobilité durable, c'est de participer, donc d'être contributeur à Magélis Solidarité, donc ça a été présenté hier. Et puis également, c'est d'inviter régulièrement les collaborateurs et les collaboratrices à des conférences qui peuvent être de sensibilisation. On avait commencé sur l'inclusion, la prévention des violences sexuelles et sexistes, donc ça c'était les premiers sujets. Et là, la prochaine qu'on va faire, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans le développement personnel autour de l'initiation à la communication non violente. Et je crois que j'ai à peu près terminé ce que je souhaitais partager avec vous. Merci. Et avant que vous réagissiez les uns sur ce que viennent de dire les autres, donc un autre modèle, si j'ose dire, je ne parle pas de toi Julien, mais donc Julien Villanueva, qui est cofondateur et président de Circus, et puis depuis la création de Circus, vous avez créé une société de production. Ouais. Okay. Qui s'appelle Monsieur Loyal. Qui s'appelle Monsieur Loyal, oui. Voilà. Donc moi je vais partager une autre expérience effectivement. Et Circus a 15 ans aujourd'hui. Moi je suis graphiste au départ. D'ailleurs j'ai été un des étudiants de l'école de Supinfocom. Après avoir fait des études d'art, j'ai intégré l'école de Supinfo, de laquelle je suis sorti en 1995. Après, j'ai eu une expérience professionnelle d'une 12aine d'années dans une boîte qui m'a donné pas mal d'expérience, confrontée à plein de situations professionnelles différentes, donc de graphiste, superviseur, etc., etc.
Et fort de ces expériences, à un certain moment, j'ai eu envie de partir à l'aventure et de monter ma propre boîte. Donc ce que je vais vous exposer là maintenant, c'est plutôt l'aventure, un partage d'expériences et de voir en fait que de graphistes, à un certain moment, on se retrouve patron d'une boîte de 120 personnes. Et c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça, ouais, absolument. Donc on a 15 ans, on est passé de 2 personnes au départ à 120 personnes. On a commencé chez Jérôme, qui est mon associé, donc dans son appartement, c'était chouette. On était 2, il n'y a pas trop de problématiques RH à ce moment-là, donc c'était pas mal. Et puis très rapidement, au bout d'un an, pour des questions évidemment d'essor, de développement, on ne pouvait pas se payer des locaux, on est chez lui, on se retrouve à 12 personnes. On pouvait encore gérer les problématiques RH relativement facilement. Il se trouve que Jérôme, à un certain moment, il a trouvé une chérie. Donc on serait bien resté chez lui pour observer les premiers moments d'un jeune couple d'humains et tout ça, comme des reporters animaliers. Mais finalement, on a décidé de partir. Et on est allé trouver des locaux. Et alors bon, pour les locaux, au niveau des questions RH, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les locaux sont véritablement un enjeu pour les questions RH, capacité des locaux, qualité, etc. Mais donc dans les nouveaux locaux qu'on a, on arrive à se développer vers une vingtaine de personnes, et il se trouve qu'à un moment, évidemment, 20 personnes, on commence évidemment à avoir une petite problématique RH. Et ce qu'on a développé très rapidement sont, je dirais, les bases, en fait, les plus primaires de la gestion RH. Pour moi, c'était de créer une grille de salaire et une analyse des évolutions de salaire sur, je dirais, c'était à l'époque, je voulais avoir une vision sur une dizaine d'années. Par l'expérience que j'avais eue précédemment en tant qu'intermittent, graphiste et tout ça, et avec les populations que j'avais pu côtoyer, je pouvais me dire à peu près qu'une évolution moyenne d'un graphiste, quelqu'un qui se développe naturellement, pouvait avoir tel salaire au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Et ça m'a permis d'avoir un guide et un socle super solide, que j'utilise toujours d'ailleurs, et qui a permis d'avoir une politique de salaire très tôt, de permettre des intégrations très vite de n'importe quel talent. Et en fait, cette grille et cette courbe d'évolution de carrière, pour moi, la plus grande valeur qu'elle devait avoir, c'est d'être cohérente et explicable. Forcément, on est tout le temps confronté dans un même milieu à des comparaisons de salaire et des choses comme ça. Donc ça, c'est l'outil majeur dont on s'est doté très rapidement. Ça nous a permis d'aller... de faire un autre déménagement, de monter en puissance et puis de vivre comme ça avec, je dirais, une sorte de paix sociale au sein de Circus. Mais c'est encore vachement archaïque quand on voit évidemment tous les modèles et tous les systèmes qu'ils mettent en place, que Dominique évoque. On est encore dans des sujets de premier niveau, je dirais. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est solide. Donc on a continué comme ça, on a déménagé, on s'est retrouvé au centre de Paris pour X raisons, nos clients, on faisait beaucoup de pubs à l'époque aussi. Et d'ailleurs c'est intéressant, le milieu de la pub est un milieu qui n'est pas linéaire et c'est pas un milieu d'endurance en réalité. Donc les conditions de travail qu'on a vécues pendant longtemps sont pas les conditions de l'animation avec de l'endurance sur des séries ou des longs métrages qui demandent plutôt de gérer l'effort sur une longue durée avec de l'endurance et tout ça. Ça a été plutôt, pendant longtemps, une sorte de bouillonnement de projets avec peu de vues devant nous en termes de gestion et des heures pas possibles, quoi. Donc assez vite, on a protégé les week-ends également, histoire de se dire, bon, la semaine, il est logique d'avoir, de se donner à fond pour son métier. Par contre, on protège les week-ends pour nos conjoints. Ça, c'était une évolution importante. Et puis, au fur et à mesure, on a mis en place aussi, pour suivre véritablement l'évolution de tout le monde et n'oublier personne, c'est que de toute façon, de revisiter tout le temps les grilles de salaire de façon mensuelle. Et de faire attention notamment aux nouveaux entrants. On est dans la région parisienne, les salaires et les loyers et les conditions de vie sont quand même vachement importantes. Donc notre politique depuis très longtemps, c'est quand même de veiller à ce que les jeunes... Ok, on a un tarif d'entrée qui est identique pour tout le monde, pour les jeunes entrants, mais très vite, on va les accompagner pour atteindre des salaires qui sont beaucoup plus décents. Et je dirais pas que c'est de façon automatique, mais presque. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est très peu sollicités sur des augmentations de salaire parce qu'en fait, tous les mois, on regarde tout le monde et on essaie de voir si c'est homogène, si on n'a oublié personne, si un tel va plus vite.
Et ce genre de pratique, finalement, nous donne une sorte de cohésion et de paix sociale. Dernièrement aussi, en grandissant, en fait, en réalité, on a mis en place des choses qui sont hyper basiques, mais qui sont quand même chronophages et qui demandent des ressources. C'est les entretiens annuels, évidemment. Et puis, pour pouvoir mener une politique de salaire, on revisite tous les mois. L'idée, c'est quand même de poser la question à nos superviseurs ce qu'ils pensent de leurs équipes, histoire de ne louper personne. Parce qu'il n'est pas question non plus de faire quelque chose de super linéaire, qui est hyper plan-plan, mais c'est de valoriser les gens, évidemment, qui vont plus vite que d'autres. Et puis être à l'affût aussi de ceux qui sont en difficulté pour être attentif et mettre éventuellement des choses en place et de comprendre pourquoi quelqu'un est en difficulté. Donc voilà, donc ça paraît vachement vertueux tout ça, mais c'est compliqué à mettre en place, évidemment. Et c'est devenu particulièrement compliqué en passant le seuil des 100 personnes. Nous, à partir du moment où on a passé le seuil des 100, jusqu'à 80, personnellement, je me sentais pas, encore tout à fait capable d'embrasser l'ensemble de la boîte. Je dirais d'être proche des gens, de connaître les prénoms de tout le monde, c'est con. Mais le fait de monter en puissance se crée forcément à un certain moment une distance. Et cette distance, elle est compliquée à gérer. Et moi-même, d'ailleurs, je l'ai dit au départ, je suis graphiste. Me concevoir comme patron, c'est compliqué. C'est pas si évident que ça. Moi, je reste graphiste. Je vois un graphiste qui vient d'école et qui rentre à Circus. J'ai l'impression d'être égal à lui-même. Mais pas du tout. À un certain moment, il faut faire le schéma et le chemin intellectuel pour se dire, non, en fait, le mec ou la fille, elle me voit comme un patron. Et cette évolution-là, dans ma carrière professionnelle, est particulièrement complexe, en tout cas. Alors, il y a se considérer comme patron, s'envisager comme patron, et il y a aussi s'envisager comme patron qui s'occupe des RH. Ouais, alors c'est sûr que... moi, en tout cas, la conception des RH, c'est... on parle des RH parce qu'il faut des services RH, mais les RH, c'est partout. Nous sommes des ressources humaines, de toute façon. C'est pas un gros mot du tout. Nous sommes des ressources. Et donc, moi-même, en tant que patron, je suis moi-même une ressource. Et tout ce qui entoure, tout est ressources humaines, en réalité. Le contexte de travail qu'on fait, etc. Il y a eu un point aussi, à un certain moment, assez amusant. Et pour ça, je voudrais prendre ça comme exemple pour parler aussi de philosophie, parce que pour moi, il n'y a pas de ressources humaines sans une philosophie derrière, une vision de la boîte. Je prends l'exemple du confinement. Donc, confinement obligatoire, tout le monde doit y passer. Nous, en 2 jours, on passe toute la boîte en télétravail. On invente des nouveaux process de fabrication, etc. Et de communication, tout le monde en visio, très très facile. Mais au bout de 2 mois, effectivement, on a la possibilité de rentrer à la boîte, et c'est ce que nous avons fait progressivement. Et là, c'est absolument génial. Évidemment, on le savait, mais on le redécouvre. Pour ceux qui étaient revenus les premiers dans la boîte, puis les autres, mais quel bonheur de communiquer en un rien de temps, en 1 minute, et d'avoir tous nos signaux et une force de communication extrêmement rapide. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parlais du télétravail. Premier confinement, on le respecte, pas de problème. Deuxième confinement, eh bien, on a ça, je crois que c'était en septembre ou en octobre. Et en fait, constatant tous les bénéfices qu'on avait d'être de nouveau retourné au studio, parce que c'était vraiment notre politique, on s'est dit, OK, le premier confinement est fini, allez, on demande à tout le monde de revenir. On remarque effectivement les bienfaits de tout cela. Et au moment du deuxième confinement, avec Jérôme, on se parle, on se regarde, puis on prend position, on prend parti, on se dit non, on ne va pas repartir en télétravail, c'est pas possible. Et on fait part de cette position à toutes les équipes, en leur disant notre point de vue. Et c'est un point de vue, en fait, qui, pour moi, me paraît logique, mais qui n'a pas forcément été simple dans d'autres sociétés. Pour nous, on considère que, de toute façon, on est lié par l'œuvre. Nous travaillons sur des œuvres collectives. Et ça, je pense que c'est fondamental, on ne doit pas l'oublier. À partir du moment où on est dans une sorte de mélange de sens entre mon confort individuel sur une demande de télétravail et la vivacité ou la capacité à travailler sur une œuvre collective qui a besoin de tout le monde, eh bien, il faut se poser des questions de sens, à notre avis. Tout ? Ouais, ok. Et effectivement, quand on a vu ce retour au studio, ben oui, il n'y a pas de secret en fait. Il y a des strates de communication, elles existent. La meilleure communication est la communication directe. Et nous sommes des animaux sociaux.
De toute façon, on n'a pas à l'oublier, et on n'est pas plus élaboré que Sapiens d'il y a 160 000 ans. Nous avons besoin de communiquer ensemble et de faire société. Et en plus, nous travaillons sur des œuvres collectives, qui sont des œuvres qui peuvent prendre entre 10 et 60, 70, 100 personnes pour pouvoir les créer. Donc cette dynamique de groupe, je pense qu'en tout cas, c'est mon point de vue, je vous le partage, mais il est fondamental. Et cette vision-là nous a permis effectivement de structurer. Donc, communication la plus top qu'on peut imaginer, c'est la communication directe qu'on a là. On se voit, on a tout le body language, tous les signaux, les petits signaux, les odeurs, tout ce que vous voulez. Là, ensuite, à l'opposé, vous avez l'écrit, où à chaque fois, on a des problématiques, évidemment, que l'on peut voir. On a vécu beaucoup de multisites. À chaque fois, on a eu des problèmes avec les communications écrites parce qu'il n'y a pas le ton. Donc on prend mal un mail parce que le mec, en fait, il fait un mail hyper factuel, mais comme il n'y a pas le ton, on le prend mal, etc. On a eu plein de problèmes sur d'autres sujets dans des formats multisites. Le ton. Entre les deux, qu'est-ce que nous avons? Le téléphone avec la voix, puis ensuite la visio. Mais la visio a des limitations terribles, de toute façon, au bout d'un certain moment. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de privilégier ça, le retour à la communication directe, à l'échange instantané de nos retours, puisque nous sommes des créatifs. Et donc sur un sujet, et je l'ai vu, mais 1000 fois ça, c'est simplement parce qu'il y a le superviseur, le lead, ou les gens qui sont autour avec les équipiers, senior, middle, ou tout ce que vous voulez, qui ont une difficulté, ils se retournent, tiens, tu peux me filer un coup de main, pouf, c'est résolu en 10 secondes. Alors que quand on met un système en télétravail sur une œuvre collective en place, mais le superviseur n'est pas là, je suis désolé, mais dans un groupe humain, il n'y a pas le chef, il n'y a pas de chef, il n'est pas là. Et tout le monde a des smartphones pas possibles avec plein d'applications dans tous les sens, mais quand quelqu'un n'est pas là, ben non, on ne l'appelle pas, on n'utilise pas nos outils de communication, et c'est une vraie réalité. Donc pour nous, c'était hyper important de se recentrer sur, ben oui, déjà on fait groupe, et on travaille sur des œuvres collectives, qui sont en plus des œuvres artistiques, qui nécessitent des retours très rapides. Et puis, on a vu les méfaits aussi de cette fusion pendant le confinement entre le mélange de la vie professionnelle et de la vie privée. Il faut être hyper mature et hyper organisé pour pouvoir vraiment faire une scission correcte avec les pauses du déjeuner ou tout ce que vous voulez, de ne pas mélanger les choses. Donc, pour ces raisons-là aussi, dans l'audit que nous avons mené sur le deuxième confinement, le retour qu'on a eu directement, ça a été, bah ouais, moi je veux une vie professionnelle, je veux une vie privée, je veux que ce soit clair, et oui, bah on va bosser ensemble. Et depuis, en fait, on a continué. Il y a très très peu de télétravail. Le télétravail existe dans des particularités, par exemple des équipes de pipeline qui ont de temps en temps besoin de super concentration, donc c'est absolument justifié. Mais l'idée d'un phénomène sociétal, de tomber dans le travers, de ne pas y réfléchir et puis d'aller suivre le mouvement global de la société, parce que tout d'un coup, sans se poser de questions, tout le monde fonce dans le télétravail sans sens. Pour moi, c'était pas question. L'idée, c'était vraiment de se poser sur mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre métier? Qu'est-ce qui nous rassemble? L'autre truc, c'est aussi une vision globale de la boîte, enfin de la société en général. C'est moi, je suis pas du tout pour une société morcelée, isolée, avec ce genre de choses. Et effectivement, moi, en tant qu'entrepreneur, si je monte Circus, c'est pas pour que ce soit explosé de partout avec des gens que je ne vois plus, qui ne se voient plus ou qui partagent très peu de choses. Ça n'est pas possible, nous sommes des groupes humains et nous avons besoin de communiquer ensemble, d'être emportés dans des projets, de les fabriquer ensemble et de communiquer. Donc ça, c'est une certitude et c'est dans ce sens. Donc pour contrer les problématiques d'épidémie, de pandémie, ben, on a respecté les gestes barrières. L'idée, c'était de s'engager à porter le masque pendant toute cette période et puis respecter les bonnes pratiques. Et on s'en est sorti comme ça au fur et à mesure, les choses se sont détendues, mais on est resté dans cette énergie. Donc ça, c'était fondamental. Et après, donc la pandémie, ben, on a grossi, on est passé à 120 personnes, et là, du coup, effectivement, on a mis des choses qui étaient... on s'est doté d'outils un tout petit peu plus fins, comme par exemple un registre des souhaits et des compétences des gens. C'est-à-dire demander à tout le monde et refaire une cartographie en fait des compétences des gens. On l'évoquait dans les écoles, il y a eu une grosse tendance à un certain moment de super spécialisation. Maintenant, on est plus dans le généraliste, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sortent, qui savent faire plein de choses. Pourtant, dans des formats de projets comme la série ou le long métrage, on va les foutre dans des départements, et puis à un certain moment, ils vont faire leur carrière, et finalement, ils ont peut-être d'autres souhaits, ils ont peut-être d'autres compétences, il y a peut-être d'autres choses intéressantes comme des développements de carrière ailleurs qu'il faut voir. Donc ça, on ne veut plus le louper, et on a commencé à mettre ça en place. Voilà. Pour finir, parler de moi,
juste je finis rapidement, c'est qu'en fait, évidemment, je me rends compte de mes incapacités et de mes faiblesses. C'est-à-dire, en grandissant, en vivant cette transformation de boîte, forcément, la formation est partout, donc les Radiraf, c'est génial, et puis on parle des formations des jeunes, mais je pense qu'il pourrait être aussi sujet, on pourrait faire des débats sur la formation des entrepreneurs, parce qu'en fait, l'entreprise ressemble à ses boss, et à leurs incompétences et leurs compétences. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a eu une bascule pour nous. Quand on est passé à 100, il y a eu vraiment une prise de conscience mais on n'est plus capable de tenir la boîte, quoi. C'est pas possible. On peut le faire encore avec du bon sens, mais à un moment, il faut savoir gérer les choses, il faut savoir se parler. Et il y a des méthodes. Donc on a, avec Jérôme, décidé de faire et de participer au deuxième promotion des accélérés de BPI France. Et je conseille à tout le monde, tous ceux qui sont entrepreneurs, de le faire. Alors, ça ne vous donne pas des outils concrets pour la gestion de votre boîte. Par contre, en revanche, ça fait des séminaires, vous rencontrez des mecs d'HEC et des pointures de notre secteur qui ont des retours d'expérience hyper utiles et qui vous ouvrent sur d'autres méthodologies. Donc, avec des séminaires, ça dure 1 an. C'est quelques sessions comme ça, 2 jours par an. D'ailleurs, il y a eu Dominique qui a été une de nos intervenantes sur les questions RH, justement. Et ça vous donne en fait des indices, des graines, des petites choses. Ça vous ouvre la tête. Et ça vous montre aussi à quel point il va falloir se former. Voilà. Donc moi, j'ai besoin de me former clairement pour passer à une étape supérieure. Si tu veux réagir, Dominique, vas-y. Je voulais juste réagir sur ce que tu as dit, Julien. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il a partagé, c'est que, effectivement, quand les basiques sont pas là, c'est pas la peine d'aller tellement plus loin. Ce que disait Nicolas aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que si votre paye est pas fiable, vos contrats sont mal faits... Voilà, c'est pas la peine d'aller faire rêver vos collaborateurs ou les former, c'est déjà les basiques. Le deuxième sujet, quand je vois le graphique, là, le dessin qui est affiché, c'est que derrière cette grille de salaire, ce qui est important, c'est l'équité de traitement. En fait, les gens, en gros, les rémunérations sont à peu près homogènes sur le marché. Dès lors que les gens sont à peu près au marché, ce à quoi ils vont être très sensibles à l'intérieur du studio, c'est l'équité, c'est-à-dire est-ce que par rapport aux autres, je suis équitablement traité. Et ça, en RH, c'est un sujet qui est très important. C'est pas l'égalité de traitement, c'est l'équité. Voilà. Ensuite, Julien, tu disais, mais en fait, les RH, c'est partout, c'est important, c'est un sujet de studio et ça ruisselle partout. C'est vrai. Et c'est très important de prendre conscience qu'en fait, les boîtes, elles vont planter sur des sujets RH. C'est-à-dire que dès lors qu'elles ont trouvé leur domaine d'activité, qu'elles ont à peu près leur rentabilité, vous regarderez autour de vous les boîtes qui plantent. Très souvent, c'est sur soit des conflits d'associés, soit des gens qui s'engueulent ou des talents qui partent parce qu'ils en ont un petit peu marre du climat social. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir conscience de ça et effectivement d'en prendre soin comme tu le fais. Mais je me permets juste de dire que de temps en temps, il y a aussi un côté un peu professionnel, c'est-à-dire gérer un conflit, gérer une sortie, faire une politique de rémunération. C'est aussi un métier. Donc, pas de doute que tout le monde s'en occupe, mais de temps en temps, d'avoir une petite expertise en plus, c'est pas mal. Et enfin, j'avais un message, j'ai oublié de le faire passer. C'est vrai que ce qui me frappe, c'est que les RH, c'est aussi un peu le grand absent de la formation, parce que quand je vois autour de moi toutes ces formations d'élite, de grandes écoles, HEC ou autres, en fait, on enseigne le marketing, la finance, le business et tout ça, mais jamais les RH. Quand je regarde aussi les écoles de formation, j'ai été très intéressée hier par les présentations, celle de Sainte-Geneviève par exemple. C'est vrai qu'il y a des très belles interventions sur la partie artistique, mais en fait, tous vos jeunes qui sortent d'école, ils vont intégrer des collectifs. Et c'est vrai que je pense qu'une des difficultés qu'ils vont avoir, c'est ensuite de travailler en groupe, d'interagir avec d'autres, leurs relations avec leurs chefs, etc. Et je me dis que peut-être que ça gagnerait aussi, je ne sais pas, mais j'ai peut-être mes connaissances de ce que vous proposez dans vos formations, mais ça pourrait être aussi intéressant de préparer à la vie professionnelle ces jeunes sur la partie relationnelle, en fait. Voilà, comment je communique avec l'autre, comment je partage mes émotions sans m'énerver, etc. Ça se fait de plus en plus, on en parlait hier, c'est un vrai sujet, ça se fait de plus en plus. Voilà, c'était juste ça sur lequel je voulais réagir, et puis je trouve que c'est intéressant après. Absolument, on va laisser un peu de temps. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose ? Sur le travail en collectif, je pense que dans toutes les écoles, il y a à minima le travail le projet de fin d'études qui permet de commencer ce travail de collaboration.
C'est un mini projet, et donc ça commence à préparer à ça. Merci à tous les trois, et puis on va laisser... On va prendre quelques questions. Alors, hop. Oh, purée. Va faire pipi. Bonjour, Alexandre Breteau de Loops Creative Studio. Alors, j'entends beaucoup parler de qualité de vie au travail, de choses comme ça. Et en fait, il y a des études là qui montrent aussi qu'il y a des approches, donc le 4/5e, qui amènent aussi beaucoup de choses en termes de productivité, de qualité au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des questions que vous avez abordées? Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ça? Pour notre industrie, par exemple. Oui. Je vais te répondre en tant que boss de boîte. En fait, moi, je suis hyper favorable à ça, tant qu'on fait de la qualité, qu'on arrive à être heureux dans ce que nous faisons et qu'on arrive à délivrer dans les temps. En fait, on peut inventer n'importe quel schéma. Moi, personnellement, je m'en fous si on est heureux avec ça. Et si on arrive à continuer à avoir des clients. Une société a besoin de fabriquer, a besoin de créer de la valeur, de payer les salaires, etc. Si on arrive à trouver un système social dans lequel on arrive à fonctionner et dans lequel nous sommes tous contents, c'est-à-dire et l'individu et la société, ça fonctionne. Là, moi, le propos que je voulais développer tout à l'heure, c'était effectivement l'idée d'avoir une vision, mais une vision équilibrée qui soit... Tout est question de balance. On voit bien une société qui glisse vers l'hyper-individualité avec le télétravail et tout. Moi, j'ai eu plein d'arguments hyper... toujours, finalement, après coup, quand je parlais à la personne qui vient me demander du télétravail, je reviens dessus parce que c'est lié. Ça a toujours été plutôt pour sa partie. Évidemment, tout le monde a des bons arguments individuels pour faire du télétravail et augmenter sa notion de confort personnel. Mais est-ce que c'est vu dans la collectivité et dans cette idée de société? Et donc, pour répondre à ta question, si le 4/5e, les 4 jours de travail répondent à cette notion collective, qui est que moi, je ne fais pas ça pour faire du blé, si tu veux. Ma boîte, c'est d'abord pour créer un espace de création et en vivre, et faire en sorte de créer de l'emploi, par exemple. Ça, c'est ma mission, en gros. Mais si on arrive à trouver ce schéma social qui fait que nos clients sont contents et qu'on fait de la qualité et qu'on arrive à être heureux avec ça, mais trouvons le truc. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Justement, ouais, ça va vraiment dans ce sens-là, en fait. Mais est-ce que c'est des questions que vous êtes posées concrètement, la mise en place? Parce qu'il y a des studios qui l'ont fait et qui en sont très contents. Il y en a qui se posent la question pour le faire. Et je pense que c'est un vrai débat, en fait, même par rapport à l'emploi, par rapport à plein de choses. Je te réponds par rapport à Circus. En fait, nous, on a d'autres difficultés à l'heure actuelle à régler avant de passer à cette crème des crèmes qui est de changer de schéma complet. C'est-à-dire qu'effectivement, là, comme on voyait ce que Dominique et Nicolas disaient, nous, on est encore à un niveau, je dirais, pas archaïque. On a des bonnes bases, si tu veux, mais on a encore plein de trucs à régler avant d'arriver à cette sophistication, je dirais, du travail. Mais ouais, on va le faire si on a la capacité de le faire. On va laisser... Voilà, il y a une question au milieu. Renaud Youngman, VFX Workshop. D'abord, je suis très content. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la 3D, de l'animation, tout ça. Et que je vois les choses évoluer. Au début, on parlait à des directeurs de studio pionniers qui montaient les choses. Et puis après, on avait des superviseurs qui parlaient des talents, des embauches, de ce qu'ils cherchaient. Et puis des talents de scout. Voilà, le mot a été lancé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on stagne un peu sur ce côté talent de scout ou des personnes qui sont sur des job fairs et qui font un peu la promotion des structures pour essayer de staffer plus tard. On est dans une industrie qui compte plus de 10 000 personnes, ça a été dit hier, et donc je pense que c'est très 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 important que les choses s'organisent, et je pense que le rôle RH est maintenant hyper indispensable. Je vais vraiment dans votre sens. Et je pense qu'aujourd'hui, les talents de scout qui changent beaucoup parce qu'ils passent d'une boîte à l'autre, et les RH doivent aujourd'hui se rendre beaucoup plus visibles pour les newcomers et pour les personnes qui sont actuellement dans l'industrie et qui envisagent de changer de structure, donc parce qu'ils font un plan de carrière, parce qu'ils ont envie de tester d'autres choses, parce qu'ils sont attirés par un projet ou par la philosophie d'une boîte. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler de compétences, des compétences recherchées. Et pour ça, je pense que c'est important d'essayer de publier des fiches de poste
Voilà, c'est un outil qui est tout aussi important qu'une grille de salaire, parce que dans chaque société a une structuration et il y a des fiches de poste qui existent avec des compétences fondamentales et puis après quelques compétences qui doivent émerger, qui vont faire la spécificité d'un poste ou l'autre. Je pense que ça aiderait les personnes qui veulent passer d'une boîte à l'autre ou rentrer dans une boîte à mieux comprendre un petit peu à qui il s'adresse et en quoi il peut amener du service à cette société-là. Voilà. Et Renaud, on peut peut-être, je sais pas si... Oui. Après, la dernière chose... Laisser réagir sur cette Je vais laisser réagir. Je finis juste comme ça, après je rends le micro. L'idée, c'est de aider en fait, les futurs professionnels, les écoles évidemment, à détecter quelles sont les tendances des studios en termes de futurs projets et bien sûr des compétences que les gens vont rechercher. Et là, on parle bien sûr des nouvelles technologies et des nouveaux logiciels, des nouvelles manières de faire. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre, je ne vais pas tout à fait d'accord avec vous, en fait. C'est-à-dire que les fiches de poste, pour moi, c'est un moyen, ce n'est pas du tout une fin en soi. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'abord de travailler sur son organisation, d'être sûr, d'être clair sur comment on organise son studio, quels sont les périmètres de responsabilité de chacun. Et après, de se dire, finalement, quand on a organisé une équipe, de quoi j'ai besoin dans cette équipe. Et après, la fiche de poste, c'est juste le moyen de publier une offre quand on cherche quelqu'un, mais je trouve que c'est pas un but en soi, en fait. Le but, c'est plutôt d'avoir une organisation claire et de réfléchir au niveau de chacune des équipes de quoi on a besoin. Mais si on met ça comme un but, le risque, c'est de se retrouver avec des fiches de poste dans un tiroir qui servent à rien. Et en plus, le risque, c'est que comme les boîtes évoluent vite, surtout on voit le contexte qui change beaucoup dans l'animation, c'est qu'à peine écrite, elle soit déjà obsolète. Donc je trouve que c'est un très bon moyen de clarifier sa pensée quand on veut, par exemple, faire un recrutement, mais je trouve que c'est pas un but en soi. Et je profite d'avoir le micro pour répondre aussi à celui qui posait la question sur le 4/5e, parce que pareil, je trouve que ça peut être un piège, le 4/5e, c'est-à-dire que c'est pas un but en soi, le 4/5e. À quel besoin ça répond ? Et donc, le risque, c'est que on se dise qu'on aura un meilleur climat social en passant au 4/5e, alors que par ailleurs... on a des conflits d'associés en haut, on a des directions qui ne sont pas clarifiées, on a une organisation pas claire, on va avoir tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, ou des managers qui ne sont pas soutenus, donc qui ne soutiennent pas leurs équipes, pas formés. Et du coup, on se dit, tiens, ça va être un remède, on va passer au 4/5e, ça ira mieux. Mais en fait, ça peut être une très très bonne réponse, mais je le prendrais plutôt comme une réponse à une problématique qu'on aura posée et où on sera sûr qu'en fait c'est la bonne réponse. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est pas un but en soi. Merci. On va devoir s'arrêter sur les RH pour ce matin. Non, je suis désolée parce que vraiment, il faut qu'on continue et on a une partie 2 à la croissance et organisation du travail, mais je crois que c'est une question sur laquelle on reviendra. Et merci infiniment. Voilà.